Chapitre 16. Siyahe voyait les heures défiler et les jours s'ajouter aux jours, et chaque matin, quand elle ouvrait les yeux, encore fallait-il qu'elle ait réussi à trouver le sommeil, ajouté à son angoisse. Quoi qu'elle fasse ou qu'elle pense, Arthur allait bientôt partir et disparaître de sa vie, c'était inéluctable. Et cette certitude la rendait malade. Jamais je ne pourrais vivre sans lui, était son leitmotiv quotidien à laquelle elle n'était pas capable d'échapper. Le voulait-elle seulement? Car au plus profond d'elle-même s'accrochait un espoir insensé. Un miracle allait survenir qui sauverait son amour et résoudrait tous les problèmes. C'était la quadrature du cercle et un Everest à gravir qui s'interposait entre elle et son amour, obstacle immense et paraissant insurmontable, mais qu'elle voulait franchir, quel qu'en soit le prix. Son obstination pourtant se brisait toujours sur le mur de l'impossibilité. Sa passion pour Arthur n'avait pas annihilé le profond respect et la tendresse qu'elle ressentait pour son mari, pas plus que son amour pour la chair de sa chair, cette adorable petite fille qui, si elle n'y prenait garde, risquait de devenir la grande perdante de cette dualité de sentiments qui occupait son cœur. À chaque fois que ces deux sentiments se télescopaient dans son esprit, elle sentait un gouffre immense s'ouvrir sous ses pieds. Ce dilemme jamais résolu l'obligeait à développer des théories de plus en plus fumeuses qui, au moment où elle réalisait leur inconséquence, la plongeaient encore plus profondément dans son désarroi. Au cours de sa dernière nuit à Tsusou, elle parcourut sa chambre de long en large une grande partie du temps, tournant et retournant dans sa tête toutes les hypothèses qu'elle avait échafaudées dans les jours précédents. Il n'y eut pas de miracle. Aucun des plans élaborés n'avait de chance d'aboutir. Juste avant de s'endormir épuisée, elle avait cependant pris une décision. Je vais m'arranger pour que les 2 derniers jours en visite libre, prévus pour visiter Shanghai, je les passe avec lui. Shanghai n'était qu'à 2 heures de route de Tsusou. L'itinéraire emprunté ne présentait guère d'intérêt. Aussi Arthur se laissa aller à rêvasser, repassant en boucle dans sa tête le déroulement de cet étrange voyage qui l'avait amené, sans qu'il le veuille vraiment, en se laissant simplement guider par ses pulsions, aux portes du drame qui risquait à chaque instant de survenir. Tout incident malheureux pouvait le déclencher, découverte inopportune par un des époux de la trahison de son épouse, scandale provoqué par une Jeanne impatiente ou une Noémie impulsive, indiscrétion ou vengeance, les raisons ne manquaient pas pour qu'il éclate, rien ne pouvait plus l'étonner. L'hôtel Pacific Lodge qui allait les héberger jusqu'à leur retour vers la France était situé assez loin du centre historique, dans un quartier en pleine effervescence, dont les petites rues grouillées de commerces en tout genre, en particulier des centaines de restaurants qui offraient les nourritures les plus étranges pour des occidentaux. Serpents, ailerons de requins, grenouilles énormes, vers encore vivants, accompagnés de riz, de nouilles et d'une quantité incroyable de légumes dont certains lui étaient totalement inconnus. Au réveil, Arthur était d'excellente humeur, il avait dormi d'un seul trait et sa nuit n'avait été troublée par aucun rêve qui vaille la peine d'en parler. Son optimisme naturel jouait à plein, l'esprit clair et débarrassé de toute crainte, il avait décidé de ne plus s'inquiéter de la situation. Tout s'arrangera et chacun retrouvera une vie normale après notre retour en France. Il me suffit de ne plus m'exposer auprès des filles pour que les choses se calment. Comment d'ailleurs pourrait-il en être autrement? Telle était la philosophie d'Arthur à ce moment de la journée. Après le petit déjeuner pris dans la salle à manger de l'établissement, Sia,
pour leur premier contact avec la ville, les invita à monter dans un nouveau car qui les transporta jusqu'au Grand Musée, établissement qui regroupait une grande quantité de sculptures, de bronze et de porcelaine. Au fil des heures, la convivialité dont avait fait preuve Arthur en début de journée s'était quelque peu émoussée, sans trop savoir pourquoi. Sa vraie nature reprit le dessus. Son besoin de solitude et de calme ressurgit, car il n'était jamais très loin. Dans le but d'éviter tout risque de polémique avec le groupe, il prévint Lee, dès sa sortie du musée, qu'il allait les quitter et qu'il se débrouillerait pour rejoindre l'hôtel par ses propres moyens. Puis il s'éclipsa et passa le reste de l'après-midi à flâner dans les rues autour du musée. Il prit ensuite un taxi pour revenir dans le quartier qui entourait l'établissement. Il croisa Madeleine et son mari qui faisaient du shopping et un peu après il tomba nez à nez avec Jeanne. Ils se regardèrent quelques secondes sans parler, puis ils finirent par se sourire. « J'étais idiote de me comporter comme je l'ai fait, Arthur. Après tout, nous nous connaissons à peine et je n'ai aucun droit sur toi. J'aimerais me faire pardonner. » Puis, se penchant à son oreille, elle chuchota. « Je te rejoindrai tout à l'heure dans ta chambre, si tu veux toujours de moi. » Ce n'était pas une promesse en l'air, mais il ne voulait pas recommencer. Même si elle fut fidèle au rendez-vous, il ne lui ouvrit pas sa porte. Le voyage arrivait à son terme. 2 jours leur restaient encore pour faire connaissance avec l'ultramoderne métropole, considérée comme la capitale économique de la Chine. Fidèle à lui-même, il avait prévu depuis quelques jours déjà de la découvrir seul. Par courtoisie, il en avait informé les autres, en leur servant une histoire suffisamment crédible sur la présence à Shanghai d'un proche parent travaillant dans cette ville depuis des années. Bien entendu, il leur assura qu'il ferait une exception pour la soirée. Il les rejoindrait pour profiter en leur compagnie de la croisière nocturne sur la rivière Huangpu, inscrite au programme. Il avait constaté avec satisfaction que l'excuse était bien passée et que personne ne semblait la mettre en doute. C'était compté sans Siahe. Elle avait eu à maintes reprises l'occasion d'observer la façon dont Arthur fonctionnait. Elle pensait bien le connaître. Elle avait remarqué son besoin de solitude, qui parfois lui faisait refuser le contact avec les autres. Aussi, elle avait les plus grands doutes sur la véracité de son histoire. Elle allait devoir manœuvrer avec diplomatie si elle voulait ne pas le braquer et parvenir à ses fins. Le soir, elle frappa à sa porte. Quand il ouvrit, il remarqua aussitôt qu'elle affichait devant lui une assurance inhabituelle. Jamais il n'aurait imaginé qu'elle aurait l'audace de venir le rejoindre dans sa chambre, en dépit de tous les dangers que comportait cette attitude. Il était paniqué à l'idée qu'elle veuille passer la nuit avec lui. C'était pourtant assez étonnant pour qu'il la laisse entrer et s'exprimer. « Arthur, je ne voudrais pas m'immiscer dans votre vie privée. Mais si je ne me trompe, je pense que votre déclaration n'avait d'autre but que de vous éloigner des autres et que désiriez un peu de solitude. » Il réfléchissait à toute vitesse pour tenter de comprendre la raison pour laquelle elle était venue lui déclarer en pleine face qu'elle n'avait pas cru un mot de son discours, bref, qu'il avait exprimé un gros mensonge. Il décida de ne pas l'interrompre. Néanmoins, comme vous le savez, les 2 dernières journées du circuit sont en séjour libre, et en dehors de la croisière, je n'ai plus d'autre obligation avant votre départ. Si vous le voulez bien, je vous propose de vous accompagner dans votre exploration de la ville et vous faire découvrir des endroits inconnus des touristes qui, j'en suis certaine, vous intéresseront. » Elle se rendit immédiatement compte qu'il était indécis et hésitait à lui répondre franchement.
Pourtant, elle était bien décidée à arriver à ses fins. Elle ajouta: « Ne soyez pas inquiets. Nous ne ferons pas faux bond à vos amis. Je me dois de les guider au cours de la croisière. Nous serons de retour pour la sortie nocturne. Ne voyez pas de malice à cette proposition. Elle est sincère et faite en toute amitié. » Arthur restait toujours silencieux. Il ne savait quoi inventer pour qu'elle renonce d'elle-même à son projet. Au fond de lui, une petite voix lui murmurait qu'il faisait un pari dangereux en tablant sur l'innocence affichée par la jeune femme. Mais quels arguments trouver pour refuser une telle offre qui avait l'air des plus sincères, sans être discourtois et ne pas la vexer? Quand il prit enfin la décision d'accepter cette offre, un étrange sentiment d'inéluctable l'envahit, comme s'il venait de découvrir que leur destin commun était déjà écrit et qu'il n'était plus capable d'en arrêter le cours. Dès qu'il eut donné son accord, elle s'empressa d'ajouter: « Nous avons une quantité de choses intéressantes à découvrir. Arthur, il serait judicieux que nous partions le plus tôt possible. » Était-ce prémédité, parce qu'elle avait craint qu'une rencontre matinale avec les autres membres du groupe ne le fasse changer d'avis, ou avait-elle réellement estimé que le périple qu'elle avait concocté demanderait beaucoup de temps? Toujours était-il que le lendemain matin, ils s'éloignèrent de l'hôtel, bien avant que leurs compagnons ne fassent leur apparition à la table du petit-déjeuner. Pour leur premier point de chute, elle avait choisi la galerie de l'urbanisme. Cet établissement est abrité dans un bâtiment futuriste dont le toit constitué de 4 chapeaux d'acier évoque le mayoya, la fleur de Shang. Il est construit sur la place du Peuple et retrace l'évolution urbaine et les développements à venir en présentant des images anciennes et contemporaines ainsi que des maquettes dont la plus importante donne, sur 600 mètres carrés, à la fois un aperçu saisissant sur la cité et panoramique sur ville projetant la ville dans son futur. Les bâtiments en construction ou en projet ainsi que le port en eau profonde de Yangshan, aéroport de Pudong, y figuraient. Dans les autres parties du musée, plusieurs reproductions en modèles réduits de maisons traditionnelles y étaient exposées et existait également un cinéma à 380 degrés. Au sous-sol, relié au métro, était reconstituée une rue de Shanghai des années 30. Arthur était captivé par la minutie du travail effectué et serait bien resté plus longtemps dans les lieux, mais elle le pressait, lui révélant tout à coup qu'elle lui avait préparé pour leur second arrêt une surprise qui ne pouvait pas attendre. « Vous serez le seul à découvrir l'endroit où je vous emmène, Arthur. Vous allez être très surpris. » Ils n'eurent pas à marcher bien loin pour atteindre ce lieu mystérieux. À quelques pas du musée s'élevait l'Opéra de Pékin. Magnifique ouvrage, très moderne, dans lequel s'étaient produits, depuis son inauguration, les plus grands et les plus célèbres musiciens et danseurs du monde entier. Quand elle se dirigea sans hésiter vers une entrée secondaire, équipée d'un panneau indiquant en plusieurs langues « Entrée des artistes », il fut réellement étonné. Elle lui précisa fièrement que l'endroit n'était pas ouvert au public, mais qu'en tant qu'habituée des lieux et amie d'une des jeunes danseuses, elle y avait ses entrées. Ce fut d'ailleurs cette camarade qui les accueillit et les accompagna tout au long de leur visite. Cet édifice, d'allure très moderne, dû à l'architecte français Charpentier, avait été bâti sur la place du Peuple, sur le principe de la géométrie du carré qui représente la Terre dans la symbolique chinoise. L'intérieur, fonctionnel, pouvait accueillir tous les arts lyriques. De splendides rideaux de scène, imaginés par Olivier Debray, un autre compatriote, arboraient de magnifiques couleurs
et exprimait tout le génie des artistes français. La jeune danseuse connaissait parfaitement son sujet et ne laissa aucun détail dans l'ombre, à la grande satisfaction d'Arthur. Ils effectuèrent ensuite un rapide passage dans les coulisses de l'opéra et ils purent découvrir les loges des invités et la complexité des mécanismes permettant le bon fonctionnement des changements de décor. Avant de quitter les lieux, il n'oublia pas, au grand étonnement de leur guide, de la remercier chaleureusement dans sa langue maternelle. À l'extérieur, le temps était magnifique. Pas un seul nuage n'encombrait le ciel. La température élevée était compensée par une brise légère venue de la mer. Ils se dirigèrent vers le centre historique et flânèrent dans le labyrinthe de ruelles animées dans lequel se trouvait le jardin du mandarin Yu et la fameuse maison de thé Hu Sing Ting. Sia semblait un peu nostalgique en lui expliquant que ces lieux étaient les derniers témoins du passé de la cité, qui devenait jour après jour la vitrine et le laboratoire de la Chine nouvelle. Dans une des minuscules échoppes, ils achetèrent quelques hubons, ainsi que des baozi, sortes de brioches de la taille de la paume d'une main, cuites à la vapeur et fourrées de viande de bœuf, de porc confit ou bien de légumes, enveloppés dans du papier d'alu, unique concession au modernisme. Son chaperon lui proposa d'aller les manger dans un endroit pratiquement ignoré des touristes étrangers et même chinois. Perdu au milieu des buildings, c'était un parc de modeste dimension, planté d'arbres rares, dans lequel une végétation touffue poussait entre les berges d'une minuscule rivière artificielle qui par endroits s'élargissait, formant des petites mares dans lesquelles des oiseaux de toutes couleurs venaient s'abreuver. Dans les eaux, d'un vert clair, de gros poissons qu'il pensa identifier comme des carpes du Japon glissaient à ras de la surface, guettant les insectes qui se laissaient imprudemment tomber dans les flots. Les bruits de la ville, comme étouffés par la verdure, n'étaient plus qu'un murmure à peine audible couvert par le chant des oiseaux. Au travers de la végétation, on pouvait apercevoir les silhouettes des énormes constructions qui essaimaient dans toute la ville. Contraste saisissant entre deux mondes extrêmes qui semblaient exister dans deux univers éloignés l'un de l'autre par des années-lumière. Elle détacha le grand châle coloré qu'elle portait autour de la taille et l'étendit par terre. Elle se laissa aller et s'assit sur le sol couvert d'herbes tendres. D'un geste gracieux, elle lui désigna la place près d'elle. « Asseyez-vous près de moi, je vous en prie, » dit-elle. « Voyez-vous, Arthur, tout ce qui arrive à mon pays est là sous vos yeux. Le monde dans lequel j'ai vécu depuis ma naissance est en train de disparaître, de plus en plus rapidement. Les paysages anciens s'effacent, les mœurs se libéralisent. Vocable hideux qui signifie simplement que plus rien ne doit subsister du passé. La masse des gratte-ciel étouffe peu à peu ce qui reste de nature. Je vous ai quelque peu fait la leçon l'autre jour dans l'avion, et ce n'était pas très fair-play, mais j'étais vraiment sincère. Par moments, mes yeux et mon cœur restent encore aveugles et ne parviennent pas à s'ouvrir sur l'évolution de mon pays. Il est certain que d'immenses progrès voient le jour, mais ils ne concernent encore qu'une infime partie de la population. Vous m'avez répondu en m'opposant vos valeurs occidentales. Sur le moment, j'avoue en avoir été irrité. Mais vous aviez sans doute raison. Mes arguments n'étaient que la projection de mon conditionnement. Mais je parle trop. Allez, venez manger, avant que ce soit complètement froid. Il s'assit à son tour, le soleil presque au zénith chauffait de plus en plus fort, les carpes disparaissaient de la surface, se laissant descendre lentement vers la fraîcheur des fonds. Même les oiseaux avaient cessé de piailler dans les arbres, se reposant dans la fraîcheur du feuillage,
et les grenouilles vertes ne coassaient plus, cachées dans les roseaux. La rumeur de la cité était maintenant plus nettement audible, se rappelant à leur attention. Sous la chaleur intense de l'astre solaire, accroché comme un énorme lumignon dans le ciel d'un bleu pâle, le temps semblait suspendu. Contrairement à l'activité des humains, obsédés par leur soif insatiable de consommation, ou luttant pour leur survie, la nature prenait son temps. Ils mangèrent en silence. Rien n'était vraiment mauvais dans cette nourriture exotique, mais pas tout à fait au goût d'Arthur, qui eut un peu de mal à aller jusqu'au bout de la part qui lui était destinée. Quand ils eurent terminé, elle jeta dans l'eau les quelques restes de pain qui étaient tombés sur sa jupe, faisant aussitôt jaillir des profondeurs une dizaine de prédateurs toujours à l'affût. Elle s'allongea sur le sol, cachant ses yeux derrière ses mains pour se protéger de l'intense luminosité des rayons de Phébus. Il hésita à l'imiter et resta appuyé sur le coude. Elle était jolie, cela il le savait depuis le début, mais là, dans ce lit de verdure où elle reposait, laxive et abandonnée, il se dégageait d'elle un parfum de sensualité, une grâce à la fois fragile et forte qui l'émouvait. Dommage, pensa-t-il, qu'elle soit mariée, qu'elle soit aussi éloignée de moi que si nous étions séparés par les immensités stellaires. Il aurait aimé caresser sa chevelure soyeuse, poser ses mains sur les petits seins qui pointaient au travers de son corsage ajouré, répéter les gestes tendres qu'il accomplissait jadis sur le corps de Kiyao et la serrer tendrement dans ses bras. Elle sentit le regard qui pesait sur elle. Elle enleva ses mains et regarda intensément. Ils ne pouvaient plus se quitter des yeux, ils attendaient, perdus dans le no man's land de leurs sentiments. L'attente dura longtemps et soudain elle rompit le charme, baissa ses paupières et murmura. « J'avais tort, Arthur. Je ne veux pas que vous me quittiez comme ça. » Elle prit ses mains dans les siennes et l'attira vers elle. « Embrassez-moi, Arthur. J'en ai terriblement envie, ne serait-ce qu'une fois. » Il était si près qu'il voyait ses lèvres légèrement entr'ouvertes, qui tremblaient de désir. Elles attendaient avides le baiser qui les délivrait. Ils restèrent longtemps, soudés l'un à l'autre, à savourer l'instant. Elle frémissait tout entière, prête à s'abandonner à ses caresses. Il ne profita pas de sa faiblesse. Quelque chose en lui, plus fort que le désir qui le tenaillait, lui soufflait qu'il ne devait pas succomber à l'irrémédiable. Il savait intuitivement qu'elle n'y survivrait pas. Il s'éloigna d'elle, s'arrachant à son étreinte. Ses pupilles dilatées ne le quittaient pas et des larmes jaillirent, s'écoulant lentement sur ses joues. « Je vous demande pardon. Je n'aurais pas dû. C'était plus fort que moi. Mais je vous aime tant. » Il aida à se relever. Elle gardait la tête baissée vers le sol, déplissant sa jupe froissée d'un geste machinal. « Vous n'avez pas à vous excuser, Siyahe. Nous en avions tous les deux très envie. Vous êtes désirable et je vous désire. Mais je ne veux pas que vous mettiez en pièces tout ce qui fait de votre existence. Vous ne vivriez plus que dans le regret et peut-être le remords. Restons amis, si nous en sommes encore capables. » Ils rentrèrent côte à côte en se tenant la main comme deux amoureux. La balade nocturne prévue au programme eut lieu après le dîner, au cours de la croisière le long de la rive du fleuve, sur laquelle s'élevaient, inondés de lumière féerique, les orgueilleux gratte-ciel, conquêtes de l'homme, narguant des lois naturelles, déjà victorieux dans leur lutte implacable contre les éléments. Arthur devait s'avouer, en dépit de ses réticences sur le bien-fondé de ces gigantesques réalisations, que l'ensemble ne manquait pas d'allure, ni même d'une certaine élégance esthétique. Par un contraste saisissant, sur la rive opposée,
les édifices datant de l'époque des concessions, inondés de la même lumière, semblaient les témoins anachroniques de temps révolus. La jeune femme lévita. Tout au long de la navigation, il tentait, quant à lui, de s'isoler des filles du groupe, encore dans l'émotion de son évocation du corps de Siyahe, prêt à se donner. Mais l'une après l'autre, quels que soient ses efforts, elles le rejoignirent pour exprimer quelque rancœur. Les propos presque identiques ne l'atteignaient pas, mais l'agaçaient un peu. « Où étais-tu passé toute la journée ? Pourquoi avoir abandonné le groupe ? Ce n'est pas très sympa. » Il n'avait aucune idée de la façon de répondre à ce type de questions, sinon en se montrant désagréable, arguant de sa liberté de faire ce qu'il voulait sans avoir de compte à rendre à quiconque. D'un autre côté, il ne pouvait ignorer qu'il était l'unique responsable de cet état de fait, son appétit sexuel, son désir de revanche, toujours présent dans son cœur, et sa propension à répondre sans réfléchir à toute sollicitation féminine finissait toujours par générer le chaos dans ses relations sociales. Vivement la fin de ce voyage, il n'y a plus qu'une journée à passer et tout sera terminé, pour lui tout au moins. En ce qui concernait les autres, il n'avait pas la réponse. Ensuite, sans doute, et il l'espérait sincèrement, chacun oublierait, le temps effacerait les traces de ce qui n'était à ses yeux que de brefs élans de désir. De toute façon, quelles qu'en soient les conséquences, il serait plus capable de les influencer. La seule solution qui lui restait était de prendre son parti de la situation et d'éviter autant que possible de l'aggraver. C'était sans compter sur les dégâts plus ou moins visibles et profonds qu'il avait occasionnés. Les 80 heures restantes lui apporteraient encore bien des surprises. La croisière terminée, ils rejoignirent tous ensemble leur hôtel. La plupart d'entre eux ne tardèrent pas à retrouver leur lit. Afin d'éviter qu'en remontant immédiatement, il ne soit mis en face de tentations inopportunes, Arthur décida de s'offrir un verre au bar de l'établissement. Il regarda un long moment la télévision qui diffusait TV5 en français. Les images qui défilaient sur l'écran lui rappelèrent qu'il existait bien d'autres sujets de confrontation de par le monde, bien plus graves que ses petits soucis personnels. Le sommeil envahissait ses yeux quand il décida de regagner sa chambre. Dès la sortie de l'ascenseur, il aperçut dans la demi-pénombre qui régnait sur le palier une silhouette appuyée au mur du couloir, tout près de sa porte. « Oh non !» pensa-t-il, « quelle poisse ! Laquelle a encore eu la magnifique idée de venir vers moi ce soir ?» Son cerveau laissa défiler l'image de toutes ces soupirantes sans parvenir à deviner laquelle était la bonne. Sa surprise fut d'autant plus grande qu'il reconnut Siyahe. S'il y avait bien une personne qui n'aurait pas imaginé retrouver dans ce couloir obscur et qui s'était interdit d'approcher de trop près, c'était bien elle. Il se sentit atrocement ridicule quand il s'entendit questionner la jeune femme. « Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Siya, à cette heure tardive ?» Elle ne répondit rien, se contentant de le fixer intensément. Il finit par ouvrir la porte et s'effaça pour la laisser entrer. Ils restèrent là, debout l'un en face de l'autre, sans parler. Arthur n'avait pas souvenance de s'être trouvé aussi embarrassé devant une représentante de la gente féminine. Quelqu'un devait rompre le silence. Le mutisme de Siyahe le perturbait. Il se décida à murmurer d'une voix à peine audible. « Enfin, que voulez-vous exactement ?» Alors elle s'avança lentement, se blottit dans ses bras. « Je sais, Arthur, je vais me parjurer, trahir mon époux et manquer à tous mes devoirs de femme et de mère. J'en ai honte, mais je m'en moque.
Je veux être à vous, maintenant. » Tout était dit, un nouveau drame se nouait, dont il faudrait certainement qu'il paye le prix. Pourtant plus rien ni personne n'aurait été capable d'arrêter la marche du destin. Il a pensé timide, timoré et sans doute inexpérimenté. Il était dans l'erreur. La nuit fut torride, exaltée. Ils se donnèrent corps et âme, dans un élan irrésistible qui les emmena aux limites de l'éternité. Le jour qui se levait éclairait d'une lumière diaphane le grand lit dans lequel ils étaient enlacés. Arthur savait qu'il devait parler, lui définir les limites de leur liaison. Il hésitait encore. Elle semblait si confiante, si heureuse dans ses bras. Il se souleva sur un coude et la contempla dans toute sa nudité. Belle elle était, encore plus jolie que dans son imagination. Il pensait qu'elle allait souffrir en écoutant ce qu'il avait à lui dire, mais il ne pouvait plus reculer. « Tu n'ignores pas que notre merveilleux moment d'intimité sera sans lendemain. Je n'ai aucun doute. Je sais que tu ne te résoudras jamais à quitter ta famille, pas plus que le pays où tu es né. Moi-même, en dépit des charmes de la Chine, je ne serai pas capable de tout abandonner, ma famille, mes amis et mon travail. Alors, soyons raisonnables et réalistes. Ce moment restera marqué à jamais dans nos souvenirs. Mais il ne doit pas t'empêcher de vivre et de continuer à aimer ceux qui te sont proches. » Il sentait au plus profond de lui que son discours n'était qu'un galimatias infâme, de la guimauve verbale, une suite de mots vides de sang, ne signifiant rien au regard de ce qui venait de se produire. Il se sentait envahi par la honte, s'attendant à subir les dénégations enflammées de son amante, ses regrets aussi, sa déception sans doute devant sa lâcheté. Il n'en fut rien. « Ne t'inquiète pas, mon amour, » répondit-elle. « Je n'ai jamais éprouvé la plus petite illusion concernant un avenir commun. Je ne sais rien d'autre de toi que la partie visible de l'iceberg que tu veux bien me montrer. Tu es un séducteur, et sans doute ne serais-je qu'un épiphénomène dans ta vie, mais je m'en moque. C'est en pleine conscience que je t'ai offert mon corps et mon âme. Je le voulais, et je ne te demanderai rien en échange. Sois sans crainte. » Arthur respirait mieux, soulagé du poids de la culpabilité qui l'avait envahi. Il s'apprêtait à répondre quand soudain, elle lui sourit tendrement et ajouta: « À tout autre moment de ma vie, mon amour, tout ce que tu dis me serait apparu cohérent, logique même. Le fait de commettre une faute, une simple aventure en somme, dans toute une vie de femme honnête, aurait été rapidement effacé de ma mémoire. Mais aujourd'hui, Arthur, tout est différent. Je t'aime, et cet amour a tout changé. Je n'interviendrai pas dans ton destin, et je ne veux pas tu éprouves des remords. Mais je te le dis solennellement, je ne peux envisager de vivre sans toi. Si tu me quittes sans que j'aie l'espoir de te revoir un jour, je suis certaine que je n'y survivrai pas. » Elle s'éloigna aussitôt qu'énonçait sa confession. À cet instant, Arthur aurait aimé pouvoir remonter le temps, revenir au premier jour du voyage, pourquoi pas encore plus loin, avant même qu'il ait pris la décision de réaliser ce maudit projet. Mais il était trop tard, bien trop tard. Il devrait maintenant boire le calice jusqu'à lit. Rien n'y ferait. Ni ses tergiversations, ni ses regrets imbéciles ne sauraient arrêter la marche de la fatalité. Que faire, sinon simuler le scepticisme envers la déclaration de Siahe? Se convaincre qu'elle n'avait fait qu'exprimer un chagrin immédiat, une douleur fugace, à l'instant où elle avait été obligée d'admettre qu'ils n'avaient aucune chance de vivre un jour ensemble? Après tout, lui aussi avait cru mourir quand Kiyao l'avait abandonné, et il avait pourtant continué à vivre. Cependant,
Quelque chose dans la confession de la jeune femme lui interdisait de rayer d'un trait l'émotion intense qu'elle contenait. Il n'y avait ni exagération ni mélo dans les mots qu'elle avait prononcés, juste une réalité qui résonnait dans son esprit comme une évidence. Elle ne manquait pas de suite dans les idées. Aussi, avant de rejoindre sa propre chambre, alors que le jour n'était pas encore levé, elle lui rappela, d'un air malicieux, que pour cette ultime journée, il était prévu qu'ils continueraient la visite de la ville ensemble. Comme la veille, ils déjeunèrent très tôt, en tête-à-tête au restaurant de l'hôtel. Elle appela un taxi qui les conduisit près des monuments des héros. C'était là que commençait le Bund. Ils avaient longé lors de la balade de nuit et qu'elle voulait lui faire découvrir sous la lumière du jour. Encore une belle journée propice à la promenade. Il n'y avait que peu de monde à cette heure matinale. Siyahe, très déserte, lui prit le bras et sa douce chaleur corporelle se diffusait comme un bienfait dans chaque cellule de son corps. Au rythme lent de leur avancée, elle lui raconta l'histoire de ce lieu apprécié des Chinois. L'appellation de Bund est un terme anglo-ourdou qui signifie « quai de la rive boueuse », nom donné par les Occidentaux. Les Chinois l'appellent « Wantang », qui signifie « berge des étrangers ». C'est un boulevard et en même temps une sorte de digue surplombant le fleuve Ouampong. Il est bordé côté cité par une chaîne de bâtiments coloniaux abritant banques, consulats et hôtels. Le caractère historique de cette rive contraste fortement avec les immeubles modernes situés de l'autre côté du fleuve. Les immeubles qui y sont construits exposent des façades d'influence gothique, baroque, néoclassique et de la Renaissance. Sur cette promenade se côtoient tout au long de la journée des habitants effectuant leurs exercices de tai chi quotidiens, des enfants jouant au cerf-volant, des touristes brandissant leurs appareils photo ou des hommes d'affaires en costume. À partir des années 90, la rive opposée du fleuve, qui était auparavant un endroit plus paisible, est devenue le lieu le plus photographié de la ville. On y trouve entre autres des buildings qui s'appellent la Tour Jinmao, la Perle d'Orient, Centre mondial des finances de Shanghai et la célèbre tour de Shanghai-Qi, excepté le Burj Khalifa de Dubaï et la plus haute du monde. En fin de promenade, ils empruntèrent le métro jusqu'au pied des édifices et commencèrent leur visite. Du haut de ces immenses bâtisses, on pouvait découvrir des vues somptueuses sur la ville. Siyahe était intarissable sur le gigantisme des constructions, leur beauté et le génie des architectes qui les avaient édifiées. Elle s'extasiait sans retenue sur les immenses progrès qu'avait réalisés son pays en un temps si court et lui nommait, l'une après l'autre, les différentes parties de la cité, lui rappelant au passage les curiosités qu'ils avaient visitées. Son enthousiasme le faisait sourire, elle le remarqua et lui demanda d'un air étonné. « Qu'est-ce qui te fait rire, Arthur? Tu te moques de moi ou tu n'apprécies pas ?»« Si bien sûr, tout est formidable, mais ta ferveur me paraît quelque peu contradictoire avec la profession de foi que tu m'exposais avec la même assurance dans ton discours d'hier au sujet des aspects négatifs du progrès qui envahissait ton pays. » Elle rougit violemment, mais ne se désarçonna pas. « Tu as raison, mais dans mon esprit, les deux aspects ne sont pas liés. Les prouesses architecturales que chacun peut admirer ne devraient pas conduire à la destruction programmée de notre patrimoine historique, pas plus qu'à la disparition de notre culture ancestrale. Tu ne crois pas, Arthur? » Vaste question, Sia, qui se pose ou se posera dans le monde entier. L'argent est roi en Chine, comme ailleurs, et il gouverne le monde, et si l'on y prend garde,
il écrasera tout sur son passage. Tout ce qui est possible d'être réalisé avec de l'argent le sera. Il était temps de retrouver l'hôtel, elle était triste maintenant, certainement troublée par l'argumentation d'Arthur, qui regrettait déjà de l'avoir contrariée. Dans la rame du métro qui les ramenait, elle resta silencieuse. Le bel optimisme qui lui avait reproché s'était envolé. Le visage grave, elle regardait et dans ses yeux, il voyait le désespoir s'installer. Il se sentait inutile, un peu lâche, son incapacité à trouver les mots salvateurs qui auraient eu le pouvoir de calmer son angoisse le tourmentait. Il était conscient qu'ils étaient en train de vivre les derniers moments de leur rencontre, que cette parenthèse dans leur vie en avait profondément modifié le cours, que si Yahé risquait de ne retrouver la paix qu'au prix de beaucoup de souffrances. Le soir même, elle revint vers lui pour l'ultime nuit, et il n'eut pas le courage de la repousser. Dans l'obscurité du couloir, quelques coups frappés à la porte par des doigts inconnus, certains discrets, d'autres autoritaires, troublèrent leur intimité, ils n'en eurent cure. En dépit de ses nombreuses questions, elle refusa de s'exprimer sur son aveu de la veille. Il la laissa partir, un goût de cendre dans la bouche, sachant que dans quelques heures tout serait terminé.